La nation en danger a besoin de ses dignes fils et filles pour la servir sous les drapeaux, pour être recruté dans l'armée. D'abord, il faut être jeune. Effectivement, vous le savez, que notre pays, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, est sous embargo. Et pendant ces temps-là, on fournit les armes à notre ennemi. Et nous, je vous rappelle encore, je vous ramène à l'histoire du M23, de ces terroristes avec les Rwandais, en 2012. Ils avaient même pris Goma. Et plus d'une année après, on n'en avait plus parlé. On les a chassés en novembre 2013. Info 243 au cœur de l'actualité. Messieurs de la presse, bonsoir. Très heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de ces briefings. Aujourd'hui, nous allons évidemment faire suite à l'appel à la mobilisation générale lancé par le président de la République jeudi dernier, conformément à ce que nous avions annoncé au terme de la réunion du Conseil supérieur de la défense. Le président de la République est revenu d'abord sur la nécessité pour nous d'être solidaires de nos compatriotes, à peu près plus de 200 000 qui sont dans des situations difficiles du fait de cette barbarie qui sévit dans le Rutshuru. Le président de la République qui a aussi eu l'occasion de faire un coming back sur la stratégie de paix qu'il a favorisée dans le cadre de nos relations de bon voisinage. Il est revenu notamment sur ce qui nous lie avec l'Ouganda, sur ce qui nous liait avec les Rwandais, les efforts qui ont été mis en place pour finalement arriver à une région de Grand Lac pacifiée. Le président de la République qui a demandé aux Congolais de partout où nous nous trouvons de transcender nos clivages et nos différences pour qu'ensemble nous puissions répondre à l'appel de la patrie, parce que ça fait près de 3 décennies que cette situation dure et qui paralyse durablement notre économie. Le président de la République a lancé un appel aux jeunes pour qu'ils s'enrôlent dans l'armée, un appel qui a reçu un écho favorable tant à Kinshasa que dans les Nord Kivu et dans les autres parties du pays. Le président de la République qui a aussi chargé les uns les autres d'être vigilants. Par vigilance, il entendait dire, nous y reviendrons ici, que nous devons tous être dans un rôle actif pour la protection du territoire national, c'est que nous avons des plus précieux, la mère patrie, mais d'autres points sur lesquels il est revenu, nous aurons l'occasion au cours de ces briefings de revenir sur ces différents aspects. Ce soir, nous avons le privilège de recevoir le général Ekenge, le nouveau porte-parole de l'armée. Vous le connaissez, il était basé au Nord Kivu, il portait la parole à ce niveau-là. Et depuis sa nomination, c'est la première fois que nous le recevons sur ces plateaux, il pourra nous faire le point, notamment de comment l'armée canalise les jeunes recrues qui sont arrivés. Il pourra nous parler aussi des critères qui sont toujours suivis de près pour que des jeunes puissent s'enrôler dans l'armée. Mais bien avant de continuer nos échanges de ce soir, j'aimerais, en accord avec la technique, reprendre un extrait de l'appel du président de la République à la mobilisation pour poursuivre nos échanges, en accord avec la technique. Mes chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, malgré notre investissement et les efforts fournis dans cette optique, la paix et la sécurité ne sont pas au rendez-vous. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Mes très chers compatriotes, ne doutons jamais qu'ensemble réfléchis et engagés, nous puissions changer le monde. À vous, nos vaillants soldats, vous qui avez pris l'engagement de servir sous le drapeau, je vous invite ici au sens élevé du patriotisme en ce temps particulièrement exceptionnel de notre histoire, de défendre notre pays, de protéger l'intégrité de son territoire et d'assurer la sécurité des Congolaises et des Congolais contre toute agression ou attaque d'où qu'elle vienne. À vous, mes très chers compatriotes,
La guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices. C'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre tous rassemblés notre mère patrie. Notre histoire et notre marche commune ont sans cesse démontré que, loin de s'effondrer, notre nation et son peuple ont toujours relevé ce genre de défi et nous en sommes toujours sortis victorieux. Restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. Voilà, vous venez de suivre donc un extrait de l'allocution du président de la République. Nous y reviendrons encore dans l'autre partie de cette émission. Le président de la République a demandé donc à nous tous de rester unis derrière nos forces armées qui s'affairent sur le terrain à faire restaurer l'intégrité de notre territoire. Mon général Ekenge, je vous salue et vous remercie de vous associer à cet exercice de redevabilité. Vous en avez l'habitude dans le Nord Kivu, mais cette fois-ci, vous êtes à Kinshasa. Et j'aimerais donc vous passer la parole pour que vous puissiez nous dresser le point de ce qui a pu déjà être fait au niveau de l'armée après cet appel du président de la République. Nous savons qu'il y a des jeunes qui ont répondu massivement à Kinshasa et à Goma. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est fait avant que nous puissions un peu plus tard répondre aux préoccupations de professionnels des médias pour que l'on comprenne de manière claire ce qui s'est fait? Vous avez la parole. Merci, Excellence. En réponse à la mobilisation générale décrétée par le président de la République, chef de l'État, notre commandant suprême, je dis notre commandant suprême parce qu'il est président de la République pour nous tous, chef de l'État pour nous tous, mais commandant suprême uniquement pour les forces armées, pas pour vous. C'est tout à fait normal. C'est la Constitution qui l'a voulu ainsi. Donc, en réponse à cette mobilisation, les forces armées de la République démocratique du Congo procèdent déjà au recrutement massif des jeunes pour servir sous les drapeaux. Et au moment où je vous parle, ils sont plus de 2000. À Goma, rien qu'à Goma, ils sont plus de 2000. Et ici, il y en a qui sont déjà arrivés au centre d'instruction de Kitona depuis avant-hier et hier. Et il y en a qui continuent à être orientés vers Kitona. Pourquoi s'enrôler dans l'armée pendant cette période? Eh bien, le chef de l'État vient de le dire, la nation est en danger. Et la nation en danger a besoin de ses dignes fils et filles pour la servir sous les drapeaux, défendre l'intégrité du territoire et puis protéger les Congolaises et les Congolais ainsi que leurs biens. Et nous avons ce devoir-là en tant que citoyens. Comment, surtout, où se fait cet enrôlement? Je sais que, je regarde ici, il y a des candidates et des candidats. Je vois déjà un bras, une main levée de l'autre côté. Eh bien, on doit se diriger là où il y a, à l'état-major de la région militaire. En province, comme la ville-province de Kinshasa, c'est dans les états-majors des régions militaires où on est en train de recruter, puisque c'est là où vous allez trouver la direction d'information, de sélection et d'orientation, nous appelons DISO en sigle. Ce sont ces spécialistes-là qui sont chargés d'accueillir les candidats au recrutement, de pouvoir les screener et puis de pouvoir les orienter également. Dans les provinces où il n'y a pas d'état-major des régions militaires, puisqu'il y a ces provinces-là, comme au Maniema, comme dans la Tchouapa, comme dans le Haut-Lomami, ainsi de suite, dans les lois là-bas, eh bien, il y a des cellules de sélection, de cellules d'information, de sélection et d'orientation qui existent déjà, qui sont là. Et là où ces cellules et ces directions n'existent pas, l'armée va déployer des équipes de recrutement. Quelles sont les conditions exigées? Puisque on ne va pas recruter, même si le ministre est jeune,
mais il a dépassé l'âge requis pour être recruté dans l'armée. D'abord, il faut être jeune, mais pas comme le ministre. Il est un jeune déjà qui a vieilli. Être jeune, fille ou garçon, être âgé de 18 à 25 ans, 18 ans révolus. Et puis, jusqu'à 25 ans, disposer d'une moralité et d'une bonne santé physique et mentale. La moralité, c'est important puisqu'il ne faut pas envoyer dans l'armée les tomates pourries, puisque toutes les conséquences vont se ressentir plus tard. Il faut des bons citoyens qui viennent servir sous les drapeaux. Et il faut une bonne santé physique, puisque lorsque vous venez, il y a des exercices TAP, des tests d'aptitude physique qui seront organisés par des spécialistes de l'éducation physique et des sports militaires. Il faut une bonne santé mentale, puisque vous trouverez des médecins spécialistes qui vont vous ausculter pour savoir si vous avez telle ou telle autre maladie, puisque si vous venez malade dans l'armée, on ne va pas vous prendre. Il faut avoir fait au moins 2 ans post-primaire. Le cycle normal dit primaire, plus les 2 ans, à notre époque on appelait ça cycle d'orientation. Aujourd'hui c'est l'enseignement fondamental, les 8 ans de l'enseignement fondamental, avoir au moins fait ça. Et plus, vous pouvez être diplômé d'État, vous pouvez être universitaire, mais pour les universitaires, nous préférons les orienter à l'académie militaire, puisqu'ils sont des cadres. Aussi pour les officiers, et les officiers c'est à l'académie militaire, il faut avoir au moins un diplôme d'État et être gradué ou licencié, là il n'y a pas de problème, ou plus. Où aura lieu l'instruction? Eh bien, l'instruction ne se fait pas sous les bananeraies de je ne sais quel village ou sous les manguiers. Non, non. Nous avons nos centres d'instruction qui existent. Les FARDC organisent plusieurs centres d'instruction et d'entraînement à travers le pays pour la formation militaire de base. C'est tous les centres d'instruction. Il s'agit des centres d'instruction de Kitona, au Congo central, qui accueille déjà les premiers groupes de recrues. Il y a le centre d'entraînement d'instruction de Kamina dans les Hauts-Lomami. Il y a les centres d'instruction de Moura dans les Hauts-Katanga. Il y a les centres d'instruction de Lokosa à Kisangani, dans la Chopo. Il y a les centres d'instruction de Lokandu dans le Maniema. Et il y a aussi les centres d'instruction, qui est également un centre d'entraînement, d'Irebu, dans la province de l'Équateur. Et ça, c'est spécifique à la force navale parce que l'instruction a été donnée à chaque force de recruter, la force aérienne comme la force navale. Et la force aérienne va envoyer ces éléments à la base militaire de Kamina comme les militaires qui doivent œuvrer en son sein. Et il existe aussi des centres d'entraînement pour la spécialisation. Après cette formation des bases, on va procéder, on va orienter des gens pour la spécialisation. Kotakoli, à l'Équateur, Kambaouma, dans la Chopo, et Luama, au Maniema, c'est pour les commandos, la formation commando, et Kamina, pour les troupes aéroportées, ainsi que les prévôtés militaires et les spécialistes de la force aérienne. Après la formation des bases, quelques militaires peuvent, puisque lorsqu'on termine la formation des bases, on est déjà un militaire, et ils peuvent être formés dans des écoles des sous-officiers, au Kambaouma, à Moura, à Kitona, ou dans des écoles spécifiques, puisque l'armée, c'est un État dans un État. S'il y a un ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, il y a aussi un petit ministre de la communication, c'est de l'armée, que je suis. Et je suis un petit ministre dans son domaine au niveau de l'armée. Il en est de même s'il y a
un ministre de la Santé, il y a aussi quelqu'un qui s'occupe de la santé au niveau de l'armée, qui s'occupe de la logistique, qui s'occupe des finances, de l'administration. Tout ça se trouve dans l'armée et il y a des écoles spécifiques pour former des spécialistes en la matière. Voilà. Voilà je pense que nous aurons l'occasion de revenir dans le détail et nous travaillerons justement avec les généraux Ekenge pour voir comment on peut organiser une visite guidée, parce que le moment est venu pour les uns et les autres de mieux comprendre la dynamique du fonctionnement dans l'armée. Nous autres, nous avions eu les privilèges de passer au Collège de hautes études des stratégies et des défenses. Nous avons une idée. Bien, pour un pays avec plus de 10 000 km², avec tout ce que nous avons comme richesse et potentialité, je pense qu'il faut que nous nous tournions, nous tous, vers l'armée, parce que ce sera le moyen de doter notre corps des anticorps à la mesure pour faire face à toute cette guerre. Vous voyez qu'elle dure depuis 30 ans et on a essayé la diplomatie depuis l'arrivée du président de la République. Vous voyez que la diplomatie, les bons voisinages n'est pas toujours les messages que les autres captent. Il faut donc aller sur la dissuasion qui est celle d'avoir une armée forte. Pourquoi pas une armée à 500 000, voire 1 million de Congolais? Nous sommes 100 millions d'habitants. Ce serait bien pour défendre et garantir la sécurité de notre territoire. On va commencer la série des questions avec Madame Anastasie Toudiéche. Merci, Monsieur le Ministre. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Merci, Monsieur le Ministre, Messieurs les ministres, si je vous ai bien suivi. J'ai 3 petites questions. La première, c'est, vous avez parlé de solidarité, d'engagement. Quid de la promesse de campagne du président Tshisekedi d'éventuellement installer ces quartiers généraux à Goma pour en finir avec la guerre? Mon général, je reviens sur les propos du président Tshisekedi qui incite la population à être solidaire de l'armée. Qu'est-ce qui est fait concrètement sur le terrain pour que le dialogue entre civils et militaires soit fluide et pour que cette complicité soit effective? Je reviens à vous, Monsieur le ministre de la Communication. Imaginons que dans 1 an, dans 12 mois, la situation soit aussi tendue, aussi volatile qu'elle est aujourd'hui. Les élections auront-elles lieu, seront-elles organisées? Alors, merci Madame Anastasie pour vos questions. La première, le président de la République a déjà tenu cette promesse. Parce qu'il vous souviendra qu'au mois de juin 2021, le président de la République a passé les 30 juin à Goma. Il y a séjourné pendant plus de 3 semaines. Souvenez-vous, c'est en ce moment-là que le président de la République s'est rendu à Bunagana, à la frontière avec l'Ouganda. Nous avons traversé du côté de Pondwe, en Ouganda, où le président de la République avait signé un accord pour un projet d'infrastructure. Il lançait les travaux justement de la construction de la route. Nous sommes revenus avec le président Museveni. À Kasindi plutôt. Merci beaucoup, mon général. Dans la même période, le président de la République est allé à Rubavu, donc au Rwanda, à Gisenyi. Et vous avez vu que le jour qui a suivi, le président Kagame est arrivé. Il est resté dans la région pendant 3-4 semaines. Je pense que c'est la durée la plus longue que le président de la République a eue dans une province de la République. Ceci dit, au-delà de cette promesse, mais les questions sécuritaires, c'est des questions qui sont suivies de manière étroite par le président de la République. Nous, au niveau du gouvernement, régulièrement, nous en parlons et je pense qu'il n'y a pas de doute à avoir au sujet de la détermination du président de la République à remettre la sécurité dans cette partie du pays. Évidemment, la sécurité aujourd'hui est liée à des besoins existentiels parce qu'il faut regarder le problème dans sa globalité. Ça fait 3 décennies que cette situation perdure. En même temps, il y a des besoins sociaux qui sont énormes parce que les jeunes qui s'orientent dans les groupes armés ne les sont pas toujours pour des bonnes raisons. Certains y vont parce qu'ils n'ont pas d'emploi, ils veulent vivre du métier des armes. C'est pour ça que parallèlement aux efforts que le président de la République a initiés, il y a le programme de PDDRCS qui s'est mis en place pour voir dans quelle mesure on retourne ces jeunes à la vie civile. La difficulté que nous avons, c'est que les solutions se construisent. Les solutions n'arrivent pas simplement lorsque vous dites que nous allons faire cela. Ça prend du temps du fait de la complexité des dynamiques. Regardez par exemple, nous étions à Nairobi
nous étions accordés avec tous les groupes armés sur un plan de discussion dans le cadre du volet politique de ce qui prévoyait le processus de Nairobi. Tous les groupes avaient souscrit à la démarche. Vous avez vu que le président Uhuru les a reçus à Nairobi. Le président de la République s'est adressé, je pense que dans un des briefings, nous sommes revenus sur ça, à ces différents membres de groupes armés. Ceux qui n'avaient pas pu faire les déplacements, un panel dirigé par le professeur Chibangu a circulé à Bunia, à Beni, dans toutes les parties où il y a des groupes armés, et donc le dialogue politique avait commencé. Avec l'aventure du M23 appuyé par les Rwandais, c'est un coup qui a été porté parce qu'il y avait un besoin de se recentrer sur ces sujets. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes déterminés, nous, à mettre fin à cette problématique de groupes armés. Je pense que la situation à laquelle nous faisons face maintenant constitue pour nous une opportunité pour définitivement en finir. Nous espérons que nous allons y arriver. Alors, vous avez dit que si la situation de la tension perdure, est-ce qu'on pourra parler des élections? Écoutez, sur les élections, encore hier, nous en parlions en Conseil de ministres. Aujourd'hui, le gouvernement a déjà financé les processus pour à peu près 450 millions de dollars. C'est un engagement constitutionnel que nous avons pris, que nous nous sommes engagés à respecter. Mais lorsqu'il y a des circonstances comme celles que nous vivons actuellement, évidemment, il y a des réflexions qu'il faut faire. Non pas dans le sens de ne pas organiser les élections, mais dans le sens de s'assurer que les Congolais, partout où ils sont dans des conditions de paix et de stabilité qui permettent de leur garantir leur droit de vote. Et donc, moi, je ne voudrais pas être pessimiste pour aller spéculer sur ce qu'il y aura 12 mois. Nous sommes très conscients de la stratégie mise en place par le président de la République et nous pensons que d'ici les jours qui viennent, nous pourrons avoir une issue positive par rapport à la situation pour que les compatriotes de Rutshuru, de Bunagana, de Kiwanja puissent s'enrôler d'abord et voter les moments venus en toute sérénité. Je rappelle ici que le président de la République, à l'occasion de la réunion préparatoire sur la table ronde qui permettra de décider de la suite à réserver à l'état de siège, avait redit aux députés du Nord Kivu et de l'Ituri que les compatriotes de cette partie du pays devront utiliser leur droit de vote. Mon général, pour vos questions. Alors, il m'a été posé la question de savoir ce qui se passe sur le terrain pour promouvoir le dialogue entre civils et militaires. Vous êtes, vous, en tant que journaliste, témoin de ce qui se passe surtout au Nord Kivu. Tout le monde est derrière l'armée, les forces armées, et c'est pour cette raison-là que nous avons confiance et nous sommes sûrs que nous allons lever les grands défis sécuritaires de l'heure, puisque la population est avec nous. Chaque fois, quand nous engrangeons des victoires, chaque fois, quand nous faisons quelque chose de bon, c'est grâce à cette population-là que nous arrivons à avoir des résultats sur le terrain. Aujourd'hui, la situation qui se passe à Rutshuru montre à tout le monde que la population, que ce soit les femmes, les hommes, les jeunes, les plus âgés comme les moins âgés, ils sont du côté de la République, derrière les forces armées, soudés comme un seul homme, pour que nous puissions prendre en main notre responsabilité de bouter hors du territoire cet ennemi qui envahit notre pays. Je crois que dans l'ordre de ce que le général vient de dire, la relation civilo-militaire, ce n'est pas seulement civilo-militaire, mais y compris avec la police, est une relation qui doit être reconstruite. Parce que fort malheureusement, il y a des épisodes malheureux que nous connaissons. Mais aujourd'hui, par exemple, le président de la République l'a déjà dit plusieurs fois en Conseil de ministres, que le travail qui s'est fait au ministère des Infrastructures, par exemple, on recourt très souvent au génie militaire. Vous avez vu, par exemple, que ce soit dans le Nord Kivu ou en Ituri, vous avez vu les militaires venir faire de travaux de ce genre. Je pense que c'est ça aussi qui permet de solidifier les rapports. De toute évidence, par rapport à la stratégie, vous avez suivi qu'il y avait une loi de programmation, une stratégie de défense qui a été adoptée en Conseil. Il est prévu un volet où les militaires vont travailler de manière régulière avec les populations pour renforcer ces rapports. On va prendre la prochaine question d'Innocent Olenga. Merci beaucoup pour la parole, Monsieur le Ministre.
J'ai, excusez-moi, 3 questions. 2 pour... Si tout le monde veut avoir 3 questions, ce sera compliqué. Allez-y rapidement. Excusez-moi, 2 pour vous et une autre pour mon général. Je commence par mon général. Mon général, je suis sidéré, moi personnellement, qui voulais faire la carrière militaire du temps de Mobutu, FO21, d'entendre les discours du genre, l'M23 doit se retirer de Bunagana comme si c'était une exigence à l'allure d'une supplication. Mon général, l'armée n'est pas, à mon avis, un groupe de Boy Scouts. Des Boy Scouts, l'armée, c'est les militaires qui doivent se battre pour défendre le pays. Je voudrais ici vous demander si notre armée est incapable de récupérer Bunagana plus de 150 jours après. Parce que, selon les informations, bien que les pays veulent recruter des nouveaux militaires, nous avons au moins 130 hommes dans l'armée, alors que les Rwandais... 130 000 plutôt hommes, alors que les Rwandais, selon ce qu'on nous a dit, n'en disposent que 32 000 hommes. Et nous avons aussi un équipement plus puissant que les Rwandais. Qu'est-ce qui fait que Bunagana, plus de 150 jours, est toujours dans les mains de l'armée? Au ministre Patrick Mouyaya, je voulais porte-parole du gouvernement. On sait qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Votre gouvernement, qui est aussi le nôtre, envisage-t-il de faire recours aux armées des pays amis, comme le maréchal Mobutu l'avait fait autrefois? Il avait fait recours aux Marocains, aux Français, aux Belges, lorsque Moba, Kolwezi avait été assiégé par les ex-gendarmes katangais. Mouzé Laurent Désiré Kabila l'a fait aussi, avec les Zimbabwéens, les Namibiens et les Angolais. La question, Innocent. Est-ce que votre gouvernement envisage-t-il aussi de faire recours aux armées des pays amis? Et puis la deuxième question, je me rappelle qu'à... La troisième plutôt. La dernière, s'il vous plaît. La dernière d'ailleurs. Oui, s'il vous plaît. Je me rappelle qu'à la deuxième agression du Rwanda, avec à la tête les RCD Goma en 1998, le général Faustin Mounéné avait déclaré que l'hypocrisie de Pierre Buyoya, qui était à l'époque président du Burundi, était plus dangereuse que l'arrogance de Paul Kagame. Dans votre discours, vous ne citez que les Rwandais et vous épargnez l'Ouganda, alors qu'on sait que l'Ouganda aussi est derrière tout ce qui se fait dans l'Est de la République. Pourquoi vous ne les citez pas? Alors, je veux vous répondre rapidement. Sur la question de l'Ouganda, vous n'étiez pas au dernier briefing, j'y ai répondu. Nous avons reçu des informations sur terrain attestant ce que vous alléguez. Il y a les services qui sont en train de travailler. Il ne faut pas oublier qu'avec l'armée ougandaise, nous sommes en opération dans le Grand Nord et qu'il y a des canaux réguliers de communication. Et donc, de ces points de vue, les moments venus, dès que les éléments seront réunis, on pourra corroborer ce que vous dites si les faits l'attestent, parce que nous avons fait le choix d'être transparents. Alors, sur la question s'il faut recourir aux pays, je crois qu'Innocent, il faut regarder les choses dans les contextes dans lesquels nous sommes. Le président de la République, en acceptant ou en proposant l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté de l'Afrique de l'Est, il y a un schéma politique qui en est ressorti. Tout le monde veut de la République démocratique du Congo, mais une République démocratique du Congo pacifiée. Parce que c'est elle qui permettra, vous avez suivi les présidents Ruto quand il s'adressait aux troupes kenyanes pour venir ici, c'est la RDC qui permettra de faire éclater les potentiels, pas seulement de cette région, mais aussi de toute l'Afrique. Et il n'est, disons les choses telles qu'elles sont, il y a l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc aujourd'hui, répondre aux préoccupations sécuritaires à l'est de la République démocratique du Congo, c'est répondre aux problèmes sécuritaires de toute la sous-région. C'est l'esprit qui a guidé. Et donc il a été convenu que pour restaurer la paix dans cette partie du territoire, on va discuter
dans les cas de mécanismes de l'EAC, mais aussi avec le pays concerné, sur comment nous traitons les menaces communes. Avec les Ougandais aujourd'hui, le président de la République l'avait aussi dit, on a les ADF, qui est un groupe armé, groupe terroriste ougandais, mais qui tue essentiellement en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, les terrorismes, c'est combat en coalition. C'est ce que nous sommes en train de faire avec l'Ouganda. Si vous allez du côté du Sud Kivu, il y a des problèmes avec des raids Tabara ou des qui sont liés au Burundi. Là aussi, nous travaillons avec le Burundi. Il faut savoir que dans tout ce qui s'est fait, le point d'appui principal, c'est les forces armées de la République démocratique du Congo. Et que toutes les armées qui viennent à notre invitation, parce qu'il y a un besoin de rassurer les uns les autres, on collabore, mais ce sont nos officiers, nos soldats qui sont les premiers à montrer la voie et à indiquer comment cela devrait se faire. C'est des solutions provisoires, mais rapides, qui peuvent nous permettre d'aller vite à l'économie pour permettre de régler les problèmes de population. Je ne viderai pas la question du général, il y répondra, mais je dois juste rappeler, et le président de la République l'a aussi dit dans son adresse à la nation, que nous étions à Luanda en juillet, nous étions à Nairobi, il avait été convenu de la cessation des hostilités et d'un cessez-le-feu. C'est le choix que nous avons fait parce que le président, encore une fois, vous a dit, plutôt que la guerre, il a fait le choix de la diplomatie. Il ne faut pas oublier, cher innocent, que cette guerre, elle s'émène dans notre territoire. Et que, imaginez, par exemple, de mettre Rutshuru en feu où il y a une masse importante de population. Donc, les autres viennent en terreur. Et d'ailleurs, ils prennent le prétexte fallacieux de prétendre défendre des communautés, alors que les membres de communautés qui prétendent défendre font partie de cette communauté des déplacés. Nous devons toujours tenir compte de la nécessité de protéger la vie. Et donc, le choix stratégique qui avait été fait de dire qu'on va respecter les lignes qui ont été données, c'est aussi parce qu'il faut sauver les vies des Congolais. Et donc, pour le reste, vous savez, la mission des militaires, elle est différente de vous et de la mienne. Bon, encore que moi, je peux me considérer déjà comme militaire aussi. Le président de la République l'a rappelé, c'est jusqu'au sacrifice suprême. Vous n'avez aucune idée du prix que payent nos militaires et ils sont prêts à le payer pour protéger et assurer l'intégrité du territoire. Mon général. Merci beaucoup, Excellence. Vous parlez des 150 jours où Bunagana est entre les mains de l'ennemi et vous oubliez que c'est presque tout le territoire de Rutshuru qui est maintenant occupé. Et si on a dégarni Rutshuru et Kiwanja, c'est parce qu'on ne pouvait pas se permettre de mener les combats là où il y a la population. Puisque notre mission première, c'est de protéger la population. Nous n'avons pas de supplication à faire à qui que ce soit. La guerre, son excellence le ministre a été au Tchèze, il comprend ce que je veux dire, se mène suivant l'approche globale. Les politiques amènent ce qu'ils peuvent amener, la diplomatie agit, et nous les militaires, nous avons les armes sur le terrain. Effectivement, vous le savez, que notre pays, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, est sous embargo. Et pendant ces temps-là, on fournit les armes à notre ennemi. Et nous, je vous rappelle encore, je vous ramène à l'histoire du M23, de ces terroristes avec les Rwandais, en 2012. Ils avaient même pris Goma. Et plus d'une année après, on n'en avait plus parlé. On les a chassés en novembre 2013. L'armée se réorganise. Elle a fait un repli tactique pour ne pas causer des morts inutiles dans des grandes agglomérations comme Rutshuru et Kiwanja. Et aujourd'hui, nous sommes là. Et on va tout mettre en œuvre pour que nous puissions récupérer tout l'espace conquis aujourd'hui par le Rwanda, puisque les M23 n'ont même pas d'effectifs, ils n'ont même pas de moyens.
Mais tout ce qui est là, ce sont les militaires rwandais et leurs équipements. Ils ont même abattu un avion de la MONUSCO, vous savez. Et vous avez suivi la déclaration de Mme Bintou Keïta, vous avez suivi la déclaration du secrétaire général des Nations Unies, qu'ils sont hyper armés. Et ce n'est pas le M23, c'est plutôt le Rwanda qui a mené son arsenal sur le terrain. Mais rassurez-vous, et je vous rassure, que aucun centimètre de notre pays ne sera laissé sous les bottes de l'ennemi. Voilà, on va prendre la question d'Israël Moutala. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. J'aurais... N'ayez pas trois questions. Non, deux petites questions. La question, c'est est-ce que vous allez aller aux négociations avec le M23 aujourd'hui? Parce que c'est une résolution de la communauté de l'Afrique de l'Est qui demande à ce que qu'on aille aux négociations le 16 novembre. Qui parle d'un dialogue inclusif. Oui, un dialogue inclusif. On ne cite pas spécifiquement le M23. Oui, mais ce dialogue, on demande à ce que le M23 soit intégré à la table des négociations. Mais est-ce que vous serez ferme sur vos positions antérieures, selon lesquelles vous ne pouvez pas négocier avec le M23 s'il ne se retire pas de Kiwanja et maintenant aujourd'hui de Rutshuru, avant c'était de Bunagana. Est-ce que vous irez aux négociations avec le M23 en gardant les positions actuelles? Est-ce que vous serez ferme ou pas, ou vous irez à l'état actuel? L'autre question, c'est par rapport à la mobilisation générale qu'a décrété le président de la République. Est-ce que les conditions politiques sont-elles réunies pour une mobilisation générale? Parce que nous avons entendu certains cadres de l'opposition qui disent que les conditions ne sont pas réunies, il est fâché avec X, il est fâché avec Y, il y a des prisonniers d'opinion, il faut décrisper politiquement d'abord la situation avant d'envisager de décréter une mobilisation générale. Voilà mes deux petites questions et aussi la petite... juste par rapport à la déclaration selon laquelle le comportement du Rwanda est semblable à celui de la Russie. On a dit que vos propos ont été sortis de leur contexte. J'aimerais que vous nous en précisiez la teneur. Bon, je veux commencer par le dernier. C'est regrettable parce que malheureusement, beaucoup ne font pas un petit effort. Ils se sont limités à lire les titres, mais ils n'ont pas lu le contenu. C'est toujours bien de mettre les choses en contexte. Dans mon esprit, et c'est là, suivant les réponses que vous pouvez lire d'ailleurs dans Jeune Afrique, j'ai relevé cette forme d'hypocrisie de la communauté internationale par rapport au drame qui s'est vécu en République démocratique du Congo. J'ai cité un exemple. C'est bien beau de recevoir des délégations de haut niveau qui vont visiter notre prix Nobel, le docteur Mukwege, mais toutes ces délégations savent les conditions qui ont fait que le docteur Mukwege devienne prix Nobel. C'est parce que justement, il y a la violence. La violence se pérennise. Nous étions avec le roi des Belges le 13 juin, justement à Pandi, avec le docteur Mukwege, quand le Rwanda, à travers ses supplétifs du M23, prenait Bunagana. Le roi de Belge était avec nous sur les territoires. Mais qu'est-ce qui a été fait depuis ce moment-là? Les docteurs Mukwege prix Nobel depuis 3-4 ans, mais la violence continue. Et on parlait de l'élan, notamment qu'il y a autour de l'Ukraine, parce qu'il y a des similarités dans les sujets. L'idée, ce n'était pas d'épingler spécifiquement la Russie, mais il y a des similarités. Aujourd'hui, il y a une solidarité mondiale qui s'organise pour le peuple ukrainien. Mais pourquoi il n'existe pas cette solidarité mondiale massive pour le peuple congolais qui, depuis 30 ans, bat les records? Je crois qu'aujourd'hui, les chiffres rivalisent avec les chiffres des victimes de la Deuxième Guerre mondiale. On parle de plus de 8 millions de morts. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour que le monde puisse se dire, cette fois-ci, nous mettons fin à l'hypocrisie? Combien de pays, vous avez suivi le KST qui a fait un rapport ce matin qui corrobore ce que nous nous disons, que les Rwandais ont effectivement soutenu les M23. Ils ont dit que 6 pays occidentaux ont confirmé, mais combien ont eu le courage, en dehors des États-Unis, de les dénoncer publiquement? Parce qu'un mal reste un mal, il faut les nommer. Parce que lorsque vous nommez les mâles, il y a des conséquences. Après, on peut nous parler des réals politiques et de tout ce qui vient avec, mais ici, il s'agit des vies humaines. Il s'agit d'un drame qui doit s'arrêter. Et donc, c'était plutôt une interpellation destinée à la communauté internationale pour qu'elle puisse faire davantage
pour le retour de la paix à l'est de la RDC. Lorsque le secrétaire général des Nations Unies vous dit que nous savons que nous, on n'a pas les moyens qui permettent de régler les problèmes, parce que c'est une armée qui opère. Il n'a pas cité les Rwandais, parce qu'il est resté diplomate, il est dans son rôle. Mais pourquoi aujourd'hui, on ne s'élève pas de manière dure et ferme, non pas forcément pour nous qui sommes au gouvernement, mais pour toutes ces populations, pour toutes ces femmes qui sont violées, pour tous ces enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Et donc, l'humanité est confrontée, autant on doit regarder la crise en Ukraine au sens humanitaire, autant on doit regarder la crise en République démocratique du Congo. Je souhaiterais que, si malentendu il y avait, que malentendu soit dissipé et que les propos soient compris sur la nécessité aujourd'hui pour la communauté internationale de faire davantage pour restaurer de manière définitive la paix à l'est de la RDC, parce que vous avez vu qu'il y a eu des manifestations de colère à Goma, où les gens sont en train de penser que nous sommes victimes d'un complot international. Je ne voudrais pas aller jusque dans ces considérations, mais l'idée pour nous, c'est que nous voulons la paix chez nous, nous voulons que nos enfants aillent à l'école, nous voulons que nos femmes puissent être en paix et nous voulons développer notre pays. Sur votre deuxième question, mobilisation générale, est-ce que les cadres sont réunis, les préalables sont réunis, Israël, de quoi on parle? Si aujourd'hui, Goma tombe, je prends la pire des hypothèses, de quelles conditions on va parler? La maison brûle, au lieu de prendre des lots pour aller éteindre les feux, vous allez poser des conditions, lesquelles? Nous avons dit tout à l'heure que les élections vont arriver dans un. Nous savons tous, et c'est cela notre faiblesse, qui fait qu'aujourd'hui, pendant 30 ans, les problèmes perdurent. Parce que justement, même en ambition commune, en objectif commun, on ne sait pas se mettre ensemble. Ici, il ne s'agit pas d'une guerre qui est faite au président Tshisekedi, intuitu personné, ou à notre gouvernement, le gouvernement du Premier ministre Sam Aloukonde. C'est une guerre qui est faite à tous les Congolais. Et donc, pour se mobiliser, pour défendre la patrie, vous ne pouvez poser aucune condition. Ça, c'est les points de départ. Et pour le reste, maintenant, il y a de l'organisation, parce que moi, par exemple, je veux réitérer à la fin de cet exercice l'appel aux médias, parce que vous faites partie, comme moi, du front médiatique. Peut-être on peut en convenir d'une discussion, d'un échange sur comment vous pouvez faire davantage, mais cela ne doit pas être la condition pour que vous-même, vous puissiez jouer votre rôle citoyen de défense de l'intérêt de la patrie. Il faut que cela soit bien clair. On ne peut pas mettre des conditions lorsqu'il s'agit de sauver ce que nous avons de plus précieux qui s'appelle la mère patrie. On ne peut pas faire la politique avec la sécurité, avec la survie de la nation. Alors, sur votre première question, je veux rappeler ce que je disais ici. Lorsque le président de la République est parti au conclave de Nairobi, je pense que c'était au mois de juin, il a été convenu qu'après l'adhésion de la République démocratique du Congo, il y aura un processus politique d'une part. Les recours d'ailleurs à la force d'imposition de la paix étaient une alternative qui aurait pu ne pas se mettre en place si les discussions politiques avaient abouti. C'est justement le Rwanda, parce que sa stratégie c'est de maintenir l'Est de la RDC en zone d'instabilité, a vu qu'il y avait une fenêtre qui pouvait, de manière définitive, amorcer les processus pour un retour de la paix dans cette partie du pays, à recommencer la guerre avec les M23. Pour nous, le président de la République l'a dit, il faut qu'on retrouve d'ailleurs les images, qu'on les rediffuse. Il a demandé aux enfants, aux brebis égarés, de regagner la patrie. Et on discute des conditions des redditions, parce que vous savez que dans le cadre du programme PDDRCS, il n'est pas prévu des réintégrations dans l'armée. Parce que justement, l'un des défis que nous avons aujourd'hui dans l'armée, c'est parce qu'on a fait des brassages et mixages. Aujourd'hui, on parle de traîtrise, mais c'est justement parce que de manière permanente, on a voulu infiltrer l'armée par des gens qui, lorsque le mot d'ordre est donné, perturbent tout le plan. Et donc l'idée aujourd'hui, et cela doit être bien clair, les M23 doivent s'y retirer des positions occupées, s'y retirer jusque, je pense qu'il y a une délimitation qui avait été faite, avant d'être réintégrés dans les processus comme tous les groupes armés. Parce que si justement ils ont été exclus du processus, c'est parce qu'ils ont recouru aux armes. Et donc tous les chefs d'État de la région
avait convenu que plus personne ne touche les armes, sinon il y a la force. Et donc, c'est ce qui va arriver. Et d'ailleurs, je vous informe qu'au moment où nous parlons, le vice-premier Lutundu, là, qui aurait pu être des nôtres, est encore en Angola, parce qu'il y a des discussions autour du président Lorenzo, je pense avec la partie rwandaise, pour voir dans quelle mesure cela doit se faire, parce que c'est les premiers préalables à toute forme de discussion. Nous pensons que c'est une fenêtre qui nous permettra de manière définitive de régler ces problèmes. Parce que finalement, qu'est-ce que le Rwanda veut? Les prétextes mensongers de dire qu'au Congo, on s'en prend aux rwandophones. Mais comment vous pouvez-vous devenir sans mandat les porte-paroles d'une communauté? Et même quand vous les devenez, vous êtes à la base de la situation de tous ces déplacements. On ne va pas aller regarder de nos populations dans cette zone. Mais il y a des populations congolaises rwandophones qui font les prix de l'aventure du M23. On ne va pas nous reparler des FDLR, parce que les FDLR, on les combat depuis autant d'années. Qui est les chefs des FDLR connus aujourd'hui? Est-ce que les FDLR ont déjà posé un problème au Rwanda? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, on a fait le choix de la paix, parce que nous pensons que nos communautés méritent de vivre en paix. Mais lorsqu'on nous impose la guerre, nous avons l'obligation de nous défendre. Et de ce point de vue, tous les membres de la communauté, tous les Congolais ont l'obligation de souscrire au processus. Voilà, on va retourner à la technique pour écouter une autre partie du discours du président de la République. Et on va revenir pour les dernières 30 minutes et on va répondre aux questions. Merci. Technique. La situation actuelle, loin de nous affecter, n'est qu'une épreuve de plus que nous allons surmonter pour raffermir davantage notre unité. Au-delà de tout clivage politique, idéologique, religieux et tribal, la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment. Le pays nous appelle. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils. Je vous appelle à ne pas céder aux propos xénophobes et autres discours de haine ou de stigmatisation des communautés rwandophones, dont l'asservisseur se sert pour faire du chantage et de la manipulation. Tout acte allant dans ce sens sera sévèrement puni. En réponse à la forte demande de la jeunesse, j'invite celle-ci à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer et d'accompagner et de soutenir nos forces armées, nos forces de défense dans l'accomplissement de leur noble mission. C'est ici l'occasion de mettre en garde tous les traîtres civils ou militaires et autres brebis galeuses qui servent les intérêts de l'ennemi. Ils seront exposés à la rigueur de la loi en ayant le juste châtiment que mérite ce genre de comportement. En outre, tout en renouvelant mon appel lancé à nos jeunes qui en ont la vocation de s'enrôler massivement dans nos forces armées. Je réitère l'instruction faite au chef d'état-major général d'accélérer à cet effet la mise en place de centres de recrutement à travers les 26 provinces que compte notre pays. Chers compatriotes, nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Voilà, vous venez de suivre cet extrait du président de la République qui conclut d'ailleurs très bien. Nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation. Le président de la République a parlé notamment de la vigilance, parce que j'ai reçu beaucoup de questions des médias à ces propos. La vigilance à laquelle fait allusion le président de la République n'est nullement à confondre avec groupe d'autodéfense. Il a bien parlé des vigilances, si vous avez suivi les propos,
à côté des forces armées. Parce qu'on parle de traîtres, on parle de manipulation. Nous sommes ici, nous savons tous que le Rwanda nous accuse d'un discours xénophobe imaginaire. Il n'est pas exclu que l'on crée une situation où on s'en prend aux rwandophones ici en RDC pour après nous charger. Et donc, comme on aime dire aux États-Unis, Madame Tudier, vous devez le savoir, if you see something, say something. Donc, si vous voyez quelque chose, dénoncez, parce que dans la défense de la patrie, chacun de nous a un rôle à jouer. On va prendre la question de Mbelechi, puis ce sera Jean-Ri Koumandé. Monsieur le ministre. J'ai eu à échanger avec, au moins pendant 2 heures avec des collègues du Rwanda. J'ai posé des questions aux collègues. J'ai dit, oh, qu'est-ce que votre président cherche? Et ils me disent que non, vous gardez des FDLR et puis vous attaquez aux Congolais rwandophones. J'ai dit, ok, s'il faut chercher les FDLR, vous avez eu à gérer l'état-major général de FRDC, vous avez eu James Karebé qui a géré l'armée congolaise. Est-ce qu'il n'a pas eu le temps de chercher ces FDLR? Parce que vous dites qu'ils ont même intégré l'armée. J'ai dit, ok, vous dites que nous nous attaquons aux rwandophones, aux Congolais rwandophones, et ces gens, ces rwandophones vivent mieux en Tanzanie, au Kenya et dans d'autres pays. J'ai dit, ok, c'est bon. Moi, j'ai vécu, il y a même mes parents qui ont été, certains de mes parents qui ont été en bon terme avec ces gens que vous défendez aujourd'hui. Alors, monsieur le ministre, vous avez appelé à la mobilisation générale et ils craignent qu'au travers de cette mobilisation, vous attaquez aussi à ces gens qu'ils veulent défendre à tout moment. Quelles sont les mesures qui ont été prises? Quel message aujourd'hui vous allez adresser à la population du Nord Kivu qui accepte aujourd'hui de rejoindre ces groupes de vigilance? Alors, le général pourra dire un mot sur les FDLR, parce qu'il faut briser ces mythes-là. Et il y aura bientôt des détails que nous pourrons mettre à votre disposition pour vous rappeler ce qui a été fait pour mettre fin à ces phénomènes. D'abord, le président de la République lui-même, il a dit que les services de sécurité sont instruits pour que chaque acte, parce qu'il ne faut pas penser que la guerre s'est faite simplement sur les fronts là-bas, sûrement qu'il y a des infiltrés ici qui essaieront de faire des dérapages pour que de l'autre côté ils disent « regardez ce qui se passe ». Le moindre incident va mettre l'eau dans leur moulin. Et donc ici, le groupe de vigilance, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, n'est pas du tout à confondre avec groupe d'autodéfense. Le président de la République l'a dit en conclusion de son discours, que ceux qui veulent s'enrôler dans l'armée sont libres de le faire. Et le général pourra peut-être vous expliquer, parce qu'il y a même un vetting qui s'est fait avec l'UNICEF sur les effectifs avant qu'ils ne puissent être recrutés et envoyés en formation. L'UNICEF vient vérifier, parce qu'il ne faut pas qu'on cherche des pouces sur nos têtes sans cheveux en disant qu'ils veulent enrôler des enfants. Nous avons le droit de défendre notre territoire avec ce que nous avons. Je crois que les amis de l'autre côté doivent nous laisser nous défendre suivant la stratégie qui est la nôtre. Et donc il faut que cela soit bien clair. Je rappelle qu'au terme du Conseil supérieur de la défense, dans les discours du président de la République qu'on a rappelés, il est strictement interdit les recours à des propos xénophobes, à la stigmatisation. Et que les services, les générales est ici présent, ils les vivent là-bas dans le Nord Kivu, sont instruits pour que tout acte de dérapage puisse être sanctionné. Ici, ce n'est pas simplement parce qu'il s'agit de communautés rwandophones, c'est parce qu'il s'agit de la protection de tous les Congolais de manière générale. Et que la violence ne sera nullement admise ni contre eux, ni contre vous. D'ailleurs, je ne connais même pas vos origines. Et le président de la République, dans la ligne qui est la sienne et qui est la nôtre, c'est de regarder les Congolais dans notre diversité. C'est cela qui fait notre richesse. Mon général, sur la question des FDLR, qu'est-ce que vous pouvez dire? D'abord, je veux commencer par l'attaque contre les communautés rwandophones. C'est un alibi, tout simplement. Il en est de même des problèmes d'FDLR. FDLR, vous avez dit que James Kabarebe a été chef d'état-major général de notre armée, il n'a rien fait là-dessus. Mais il y a pire que ça. En 1998, j'étais encore à Goma, j'étais major.
Mais il y a une opération nommée Umojawetu. Les Rwandais sont venus au Congo. Ils sont allés rechercher les FDLR. Ils n'en ont même pas trouvé 20. Ils n'ont pas neutralisé 20 FDLR. Ils ont fait un mois et ils sont rentrés. Je vous rappelle aussi, je voudrais vous informer d'une autre chose. L'état des sièges est proclamé par le président de la République le 3 mai de l'année passée, 2021. On commence les opérations. On a commencé par le Grand Nord contre les terroristes ADF MTM. Et puis, dans le secteur opérationnel Soukola 2 Nord Kivu au sud, au Petit Nord, on a commencé par Massissi. Et après avoir nettoyé Massissi à presque 90%, il fallait basculer. La deuxième phase des opérations, c'était dans les Nyiragongo et les Rutshuru, où se trouve l'FDLR. Et lorsqu'on veut attaquer l'FDLR, le Rwanda fait sortir l'histoire du M23. Et pour que nous ne puissions pas attaquer l'FDLR. C'est pour dire quoi? Je vous informe que le Rwanda a construit des raffineries d'or et de coltan. Et qui ravitaille le Rwanda en or et en coltan? Ce sont les FDLR. Ces FDLR qui sont là, nous on a rapatrié des milliers et des milliers de FDLR au Rwanda. Mais curieusement, lorsqu'on attaque les positions de FDLR, on retrouve les mêmes FDLR rapatriés qui sont recyclés par le gouvernement rwandais et renvoyés au Congo. C'est pour faire quoi? Le gouvernement rwandais trouve au Nord Kivu une zone d'influence économique, une zone où ils doivent, qui les fait vivre. Si vous avez suivi l'interview du président Kagame à France 24, diffusée à TV5 et aussi à RFI, il a dit que c'est une question de survie du Rwanda. Survie pourquoi? Imaginez, avec l'Ouganda, nous voulons moderniser la route Bunagana, Goma, Kasindi, Beni, Butembo. Il fait sortir les M23 pour s'opposer à cette modernisation. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que les véhicules puissent aller tout droit à Mombasa, tout droit à Dar es Salaam, à partir de l'Ouganda, les véhicules puissent transiter par le Rwanda. Et c'est ça le grand problème. L'FDLR, c'est un alibi, un gros alibi que les Rwandais met au devant pour justifier ses actions au Congo. Et ces actions au Congo, ça c'est une guerre purement de survie du Rwanda, une guerre économique. Imaginez, je vais vous donner un exemple également. J'ai essayé d'échanger avec nos amis de la DGM et ils m'ont donné un exemple. Ils disent que si vous prenez 100 personnes qui traversent la frontière, à la grande comme à la petite barrière, 20 ce sont des Congolais qui partent au Rwanda et 80 ce sont des Rwandais qui viennent au Congo. Ils viennent au Congo faire quoi? La survie. Et c'est cela qui fait que le Rwanda puisse monter les enchères, mais à chaque chose, il y a toujours un début et une fin. Il y a une journaliste rwandaise qui s'est moquée de moi, que nous avons coupé Kako, et vous voulez toujours vous en prendre au Rwanda. Vous voyez ce que le Rwanda vous a fait. Je lui ai dit, rira bien, qui rira le dernier. Voilà, on va prendre la question de Jean-Henri Commandé. Merci beaucoup. Monsieur le ministre... Et puis ce sera Faustin. Alors, j'ai été surpris les jeudis, avant le discours du chef de l'État, de voir dans les groupes de journalistes, mais le groupe de la presse présidentielle, point focal, on a mis une dépêche exclusive. Les troupes kenyanes sont sur le sol congolais. C'était avant le discours du chef de l'État. Alors, j'aimerais savoir, les troupes kenyanes que la presse présidentielle a annoncées à travers cette dépêche se trouvent où? À Rutshuru ou à Bunagana? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que la force régionale, ça sera une force d'interposition ou ça sera une force qui vient réellement neutraliser les M23 et les autres groupes armés? Vous avez parlé de la survie du Rwanda. Est-ce que le Rwanda va laisser faire la force régionale neutraliser les M23? Et la dernière question,
J'ai entendu, vous avez parlé des préalables ici pour dialoguer avec les M23. Je ne sais pas si c'est les M23 réellement. Mais est-ce qu'un gouvernement peut dialoguer avec les terroristes? Alors, sur votre dernière question, il faut situer les événements dans le temps. Regardons-nous dans les yeux. Parce que les groupes armés dont on parle n'existent pas après l'avènement du président de la République à la tête du pays. C'est des groupes armés qui existent depuis 15 ans, 20 ans, depuis bien longtemps. Ici, il y a une volonté d'y mettre un terme. Et dans ces groupes armés, il y a notamment les M23. Et lorsqu'on a commencé les processus de Nairobi, il y avait dans les lots des groupes armés qui étaient tous déjà à la même enseigne concernés par la discussion, il y avait aussi les M23. Après, il y a eu la reprise des hostilités. C'est ce qui a paralysé tout le processus. Parce que lorsqu'il y a crépitement des armes, pour nous, la concentration principale, c'est d'assurer la défense du territoire national. Et donc aujourd'hui, quel que soit, et vous avez vu justement, si la situation sécuritaire, parce qu'on veut nous faire du chantage, je l'ai dit récemment dans mon dernier briefing ici, on veut nous faire la pression pour négocier avec les groupes terroristes, il est hors des questions. Mais ici, nous avons convenu d'un agenda avec les chefs d'État dans le cadre de la Eastern African Community où il y avait ces volets politiques dans lesquels nous travaillons et où il y avait ces volets militaires. La force n'est pas une force d'interposition, c'est une force qui vient pour restaurer la paix. Ça veut dire que les groupes armés qui seront réfractaires au processus subiront la force. C'est ce qui est convenu. Et le président de la République l'a déjà dit, que le Rwanda ne fera pas partie de cette force régionale. Et que si le Rwanda a un rôle à jouer, il jouera le rôle dans les territoires rwandais, dans les zones frontalières de leur côté. C'est ce qui est convenu. Votre autre question, vous parlez de... Vous dites? La présence des troupes kenyanes. Oui, mais d'abord, premièrement, vous êtes journaliste, vous aurez pu directement poser la question aux amis de la presse présidentielle et vous aurez mieux renseigné. Parce que moi, ici, ce que nous savons, c'est que vous avez suivi la cérémonie de prise d'armes organisée par le président William Ruto. Et donc, les restes, c'est une question imminente. Peut-être que les généraux ont des détails là-dessus, mais ça va se faire dans les prochains jours si ce n'est pas déjà fait. Le problème ici, c'est qu'il y a quelques jours, et c'est justement la dangerosité de se laisser gérer parfois par des informations qui circulent comme ça, on disait « Ah, les Kenyans sont partis ». Alors qu'on n'avait jamais vu arriver les troupes kenyanes. Mais on a dit qu'ils étaient partis. C'est justement cette machine des manipulations qui recycle des informations fausses qui sont parfois portées par des journalistes crédibles qui fait que la situation est plus complexe. C'est pour ça que régulièrement, nous organisons cet exercice pour que nous puissions nous voir et être sûrs que vous avez la bonne information à la bonne source. Et donc, dès que les troupes kenyanes seront là, ce sera public parce qu'ils viendront sûrement 500, 600, je n'ai pas lu le CONOPS, je ne saurais pas vous donner les détails, mais vous les verrez et peut-être qu'on organisera des voyages de presse dans la partie pour que vous puissiez voir. Donc voilà, mon général, un complément. Oui, en principe, les troupes kenyanes, les contingents de l'armée kenyane devaient arriver, soit hier, soit aujourd'hui ou demain. Je n'ai pas de précision, mais ce que je dois vous dire, c'est que ce sera dans le même format que ce qui est fait dans les territoires de Béni avec les troupes ougandaises contre les ADF MTM. C'est-à-dire, toutes ces troupes-là ne viennent pas travailler de manière isolée. Elles viennent en appui au FARDC. Et c'est ce qui s'est fait aujourd'hui dans le territoire d'Uvira, avec les troupes, les contingents burundais. Ils sont en appui au FARDC. Ils ne viennent pas travailler de manière isolée et ils ont un mandat offensif pour essayer de travailler avec les FARDC pour neutraliser tous les renégats qui sont de l'autre côté. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade. On va prendre la question de Faustin Koudiessala et puis on va prendre Élisée Odia. Fabrice, vous aurez la question du Lingala à la fin. Alain Lino. Merci, Monsieur le ministre. Juste une question. Monsieur le ministre, en 2020, quand les chefs de l'État devaient reconsidérer la coalition FCC-CACH, il a lancé une consultation nationale. Et aujourd'hui, qu'il a décrété un appel à la mobilisation générale,
est-ce qu'on peut s'attendre à ceux qui s'engagent dans le même processus, c'est-à-dire rencontrer les forces vives de la nation, aussi bien politiques que sociales? Bon, je veux revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. La mobilisation générale, les circonstances des terrains l'imposent. Pour vous mobiliser et défendre votre patrie, vous n'avez pas besoin d'aller en réunion avec le président de la République. D'abord, ça ne peut pas être une condition. Pour le reste, le président de la République a sa boussole, il a son plan. Donc, les moments venus, s'il prendra des initiatives, vous serez associés, vous serez au courant, nous en parlerons. Mais pour le moment, chaque Congolais, où qu'il se trouve, doit se mobiliser. Voilà. Alain Lino Marcelli, avancez aussi, on va prendre les 3 dernières. Stéphie Mukendi, avancez aussi. On va prendre une question, s'il vous plaît. Comme ça, on a le temps de Une question au terminer. porte-parole de FRDC. Vous avez parlé des conditions pour intégrer ou pour être recruté au sein de l'armée. Est-ce qu'on ne risque pas de confondre rapidité, précipitation? La durée de la formation, elle sera de combien? Et peut-être rapidement au porte-parole du gouvernement, au regard de tout ce qui se passe. Parce qu'avant l'état de siège, on avait l'intégralité du territoire national. Pendant l'état de siège, on est en train de perdre quelques portions de notre territoire et non de moindre. Est-ce que ce n'est pas le temps, le moment de dire que ça y est, l'état de siège a été un échec? Bon, on ne dira jamais que l'état de siège a été un échec parce que nous n'avons peut-être pas la même grille des lectures. Et au-delà de toutes les informations que nous vous donnons, peut-être qu'il y a des aspects que vous ne considérez pas. Madame Élisée Odia, vous êtes congolaise, regardons-nous dans les yeux dans quel état se trouve notre pays. Les problèmes de sécurité perdurent depuis 20-25 ans. Les solutions se construisent, c'est jamais une dégénération spontanée. Le général pourra peut-être dire 2-3 mots là-dessus parce qu'il est porte-parole du gouvernement. Il était porte-parole jusqu'il y a peu du gouvernement provincial du Nord Kivu. Ne regardez pas le siège, l'état de siège sous les prismes de 0 mort immédiatement, 0 trouble immédiatement. C'est un objectif avec lequel on a commencé, avec lequel on a connu de progrès. Mais malheureusement, c'est peut-être pas dans l'ADN de métier de journaliste de parler des choses positives lorsqu'elles marchent. Vous n'allez pas nous dire que depuis que l'état de siège a commencé, il n'y a jamais eu de bonnes nouvelles. Il y en a, mais qui malheureusement ne font pas toujours l'objet de l'intérêt des médias ou des ONG parce que ce n'est pas dans leur ADN. C'est pour ça que nous avions récemment organisé, on planifie d'en organiser un autre, un voyage de presse, par exemple en Ituri, où des routes qui étaient jadis inaccessibles ont été rouvertes par l'armée, les trafics a repris. Je pense qu'il faudrait peut-être diffuser abondamment toutes ces images. Donc pour ce qui est, voilà un peu ce que je peux dire à propos. En général, est-ce que vous avez des éléments à compléter? Il n'y a que les aveugles qui ne savent pas voir, mais des fois les aveugles savent écouter et palper les réalités avec leurs mains et leurs sens, les autres sens. Si Kagame s'énerve aujourd'hui, c'est parce que l'état des sièges a fait un travail de titan. Fraude fiscale, on a bloqué ça. La fraude des douaniers, les trafics des minéraux. Les usines de Kagame sont en train de fermer. C'est le résultat de l'état des sièges. Si vous allez aujourd'hui dans le Massissi, malheureusement, l'insécurité commence à rentrer puisqu'on a dit désengager les unités qui étaient dans les Massissi pour les orienter vers Rutshuru pour faire face à la menace rwandaise. Mais aujourd'hui, la route qu'on est en train de... La route Sake, Massissi, Walikale, c'est depuis plus de 20 ans que cette route n'est pas... Et si vous arrivez à Walikale aujourd'hui, vous allez constater que cette population se dit appartient au Nord Kivu seulement par le nom. La population ne vit que de la Chopo, puisque cette route n'existe pas. Et on est en train de rouvrir cette route-là, par les fonds propres générés par l'état des sièges. L'état des sièges qui a doublé les recettes, puisqu'on a trouvé que le gouvernement provincial mobilisait 1 milliard
$1 million par mois, $1 million par mois, mais nous, on est arrivé à doubler à 2 millions. Là où les gens disaient que mes électeurs ne payent pas cette taxe, nous, on a dit non, il faut payer les taxes. Un bon citoyen doit s'acquitter de ses obligations fiscales. Et aller, effectivement, à Goma, ça n'a pas commencé par l'état des sièges. Julien Paloukoua a entamé et son prédécesseur a continué. Et aujourd'hui, le lieutenant-général Ndima poursuit les travaux de réhabilitation. La route entre Butembo et Mangurejipa, qui continue aujourd'hui pour que les jours à venir, le gouvernement puisse prendre, le gouvernement national puisse prendre le relais pour que cette route, un raccourci pour aller à Kisangani, puisse aller sortir vers Bafouassende. Les travaux sont en cours. La route Eringeti-Kainama, 48 km fermée dans la circulation depuis plusieurs années. Mbao-Kamango et d'autres infrastructures. C'est l'état des sièges. Est-ce que les morts, on ne les a pas comptés avant l'état des sièges? Il y a eu des morts. Il n'y a pas eu de groupes armés. Combien de membres des groupes armés on a sortis pendant l'état des sièges? Du Massissi, de Beni, des milliers. C'est l'état des sièges qui a travaillé. Effectivement, puisque Kagame dit, si l'état des sièges marche, si tout est OK au Congo, alors lui, il va mourir de faim. Et il faut mettre de l'insécurité pour que quand l'insécurité s'installe dans le Nord Kivu, lui, il tire des bénéfices. Parce qu'on va faire passer les minéraux pour alimenter ces raffineries de coltan et de cassitérite. Voilà l'essentiel. Mais c'est pour la durée de la formation, il y a des spécialistes dans l'armée, chacun a son travail, et ils savent ce qu'ils font. Nous avons des instructeurs qui savent qu'en cas d'urgence, il faut telle durée, et en temps normal, il faut, pour la formation normale, c'est 9 mois en temps normal. Et en cas d'urgence, ils savent comment réduire cette formation tout en gardant l'essentiel. Et c'est ça le travail de l'armée. Malheureusement, en République démocratique du Congo, tout le monde est devenu spécialiste des questions militaires. On parle de niosologue, un terme que j'ai appris il y a quelques jours. Merci Madame Odia. On va prendre la question de Alain. S'il vous plaît, une question pour nous permettre de tout y répondre. Merci beaucoup. J'en avais deux, mais je vais garder une question pour le porte-parole des FRDC. Une question qui va peut-être gêner un peu. On pointe souvent du doigt, on parle de l'infiltration au sein de l'armée. Et on pointe souvent du doigt les opérations dans le passé, mixage, brassage. Quelques militaires, mais qui n'ont aucun lien avec le Nord Kivu, mais qui ont trahi. Qui ont trahi. On a arrêté quelques militaires. Non. Des militaires non congolais, Son Excellence nous a parlé des brassages, des mixages. C'est une étape de la vie. Peut-être que dans ces brassages, des mixages, il y a des étrangers qui sont entrés, et c'est la stratégie de l'autre côté, mais vous devez savoir que dans toutes les armées du monde, on peut trouver ça. Mais nous avons des spécialistes au sein de l'armée pour déceler tous ceux qui ne sont pas avec nous. Et il y en a qui sont... Nous, on n'a pas l'habitude de claironner lorsque nous menons nos actions. Nous avons des actions que nous menons en silence. Puis c'est ça, l'armée n'a pas l'habitude de trop parler, mais elle agit à l'intérieur. Mais rassurez-vous, tout rwandophone n'est pas rwandais. Vous devez savoir ça, avoir ça en tête. Là où il y a la frontière, les populations sont à cheval entre les pays. Et sinon, vous allez dire que tous les Nandais sont des Ougandais. Hein? Sinon, vous allez dire que tous les gens qui sont au nord Ubangi sont des Centrafricains. Alors que chez nous, ce sont les Mbandi, là-bas, ce sont les Sango, ils parlent la même langue, c'est la même culture. Il y a même des familles qui sont à cheval. Donc ça, c'est un faux problème que les gens posent. Voilà, on va prendre la question de Stéphie Mukindi. Monsieur le porte-parole de l'armée, besoin de nouvelles du front, besoin de chiffres. Depuis le début de combat contre le M23,
combien d'éléments M23 sont neutralisés par les FARDC et combien d'éléments FARDC ont perdu la vie? Ça, c'est les journalistes congolais. Il aime les chiffres. Hein? Il aime les chiffres. Nous, on ne parle pas en termes de chiffres. Nous, on parle en termes d'action. Non. Si moi je meurs au front, ce sera un événement à cause de mon grade. Mais c'était un non-événement. Puisque je suis volontaire, j'ai accepté de servir la patrie sous les drapeaux, j'ai signé un contrat avec la mort. Donc ce n'est pas un événement, la mort du militaire. Ce n'est pas un événement. C'est vous qui voulez en faire un événement. C'est son job. Vous avez les stylos, vous avez votre carnet, vous avez votre journal, votre caméra, votre micro. Nous, on a l'arme. Mais sachez que la guerre n'est pas un jeu d'enfant, c'est un jeu de la mort. Et la mort, elle est au quotidien. Elle est au quotidien. Et si moi je meurs, il n'y a pas meilleure mort pour moi que de mourir par balle d'un ennemi. C'est ce qui fera de moi un héros. Puisque c'est mon rôle de défendre, de vous défendre, de défendre la patrie, c'est-à-dire mourir pour la patrie, c'est un honneur, un grand honneur pour moi. Et c'est pour ça que nous tous, nous devons vous soutenir. Et combien d'ennemis sont neutralisés par les FARDC? Ils meurent pour leur cause. Ils meurent pour leur cause. On va prendre l'avant-dernière question. Tite Lyongui, rapidement. Merci, Monsieur le Ministre. C'est une petite question que vous pouvez partager avec le général. Monsieur le Ministre, suivant le récit pratiquement des Nations Unies, je suis en 1919, où le rwandophone, pour ne pas dire les M23, tirent leur subsistance en disant qu'ils sont en train de défendre une communauté qui est menacée. J'ai répondu. Et on appelle ça la légitime défense. En République démocratique du Congo, comme également un pays attaqué, effectivement, notre population civile est également menacée. Je ne sais pas. Est-ce qu'on ne peut pas faire comme le Palestinien, par exemple, où on sait que l'État qui attaque la République démocratique du Congo sous le label de M23, c'est le Rwanda, engager directement une guerre. Je vais partager un peu avec vous aujourd'hui. Est-ce que cette mobilisation que le chef de l'État est en train d'initier, de demander, est-ce que ne constitue pas ce qu'on appelle une guerre déclarée alors que nous sommes en train de nous battre pour recruter? Aidez-nous un peu parce qu'on veut comprendre. Alors, on ne saura pas remonter les faits historiques, ni aller dans des comparaisons, parce que parfois ça risque de ne pas être bien compris. Vous avez vu l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Ici, il faut savoir que nous avons les devoirs de défendre la patrie. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, il y a ceux qui ont fait le choix de mourir pour cela, et c'est ce que nous faisons. Alors, on va utiliser dans la défense de la patrie tout ce qui est à notre disposition. Peut-être qu'aujourd'hui, on comprend mieux ce que Laurent Désiré Kabila disait à l'époque, que la guerre sera longue et populaire. Parce que justement, il y a une dimension populaire ici, non pas dans la dimension de la population qui prend les armes, mais d'abord dans la dimension de la population qui comprend les enjeux. Et c'est pour ça qu'il est important que vous et nous ayons ces cadres de discussion de manière permanente et franche pour que vous puissiez parler à la population qui comprenne les enjeux du pays de manière générale et voir comment y répondre. Vous avez vu que nous avons fait les choix de la paix, nous restons d'ailleurs dans le choix de la paix, de la diplomatie, mais on vous impose une guerre. Lorsqu'on vous impose une guerre, vous y répondez. On y répond en défendant notre territoire. Nous, on n'est pas belliqueux, on n'a pas des plans, on dit on va attaquer tel, mais on va s'assurer que notre intégrité territoriale est respectée. Et c'est pourquoi tous les Congolais, dans toute notre diversité, au-delà de nos clivages, nous devons nous mobiliser pour soutenir ceux qui peuvent faire la guerre. Parce que la guerre avec les armes est réservée aux militaires. La guerre ne se fait pas avec des machettes. La guerre s'est faite avec l'information. Aujourd'hui, les journalistes, vous savez qu'il y a beaucoup de réseaux de manipulation. Moi qui vous parle, je suis la cible de plusieurs attaques au niveau
des réseaux sociaux de plusieurs manières. Parce que moi, à ma manière, je suis un général au front. Oui. Je suis désolé, on va me dire que les journalistes sont indépendants, mais avant d'être journaliste, vous êtes d'abord des citoyens. Et que la pluralité d'opinions que nous avons ici, vous avez suivi la question de Mbelechi ici, là-bas, les journalistes sont tous alignés parce que nous suivons les débats qui se font là-bas. Alors, nous sommes avancés parce que nous sommes un pays démocratique où la liberté d'opinion est garantie, la liberté d'expression, mais lorsque les circonstances sont graves, comme les circonstances actuelles, il est important que vous aussi, vous jouez votre devoir patriotique. Mon général, un petit mot avant de prendre la question à Lingala et terminer. Oui, vous l'avez si bien dit, Excellence, nous défendons notre territoire et on n'a pas de choix. Nous ne sommes pas chez les voisins. Nous sommes chez nous, on est agressés, nous avons le devoir, l'obligation de nous défendre. Et chacun des citoyens congolais doit se comporter en conséquence. Dernièrement, j'ai réuni les responsables des médias et quelques journalistes, les gens de l'UNPC à Goma, pour les rappeler ce devoir citoyen-là. Par exemple, il y a des informations que Tchangarabo, il y a un site Tchangarabo qui diffuse des informations. Il y a Goma 24 que vous connaissez qui dit ça, ce sont des sites du gouvernement rwandais. Et ils diffusent des informations et nos journalistes récupèrent ça, les répercutent. Ça, c'est prêter les flancs à l'ennemi. Donc la mobilisation vous concerne aussi, vous, en tant que journaliste. Avec votre micro, avec votre caméra, avec votre stylo, vous devez participer à cette guerre. J'étais sidéré quand les autres m'ont dit, oui, vous nous demandez de contribuer à Goma. On m'a dit, mais il faudrait alléger les fiscs avant que nous puissions contribuer. Je leur ai dit, où on est citoyen congolais, un bon citoyen, ou on ne l'est pas. Si vous êtes un bon citoyen, il n'y a pas de conditionnalité pour défendre l'intégrité de notre territoire. Voilà, la dernière question, Fabrice en Lingala, et on va terminer. Matondi mingi mwana mboka Patrick Muyaya motuna ezali moko na yo moko pe na Moïma Mpinga bai Congo démocratique balingi koyeba monkoloto nini oyo bo sali bongo na mampinga ya bikolo bi Afrika o bazali koya kopesa maboko simbisi na mbula matari ya Congo démocratique mingi penza bai Mpinga et pona nini recrutement ya ba jeune oyo bozali ko benga lelo ba kokota na armée boko sala ngo retard. Pourquoi pas couper ça kotia programme après kosi sabongo kilasi ya humanité mbala moko ba imboka bazwa tanto inane ya kuyekola mosala ya mampinga pona ko défendre mboka na bango pona nini na tango ya retard ose déjà bazali ko attaquer République démocratique du Congo. Bon, mon coloto la nini signature. D'accord. Non, je crois que awa il faut to limbole la batu malamu. Mokonzi mboka na kotala rôle oyo Congo eza nango na katikati ya Afrika decidaki ke ndenge toza membre ya SADC, ndenge toza membre ya CEAC, tozala pe membre ya organisation sous-régionale oyo esangisaka ba pays ya Est. Yango tokota kasi lere tokoti na organisation wana batu nyonso balobi na Est RDC mwa bakokoso ezali. Bakokoso wana ezali neti soko tali na Uganda, eza ba groupe terroriste ougandais o babomaka na Congo. Soki otali na frontière à Burundi, eza ba Burundais moko basalaka banungunungu. Toyokanaki tosala o tobengi force régionale. Ba soda basalaki plan moko, babengaka yango na lopoto CONOPS, na habité na Lingala. Concept opérationnel. Concept opérationnel, voilà. Na Lingala na habité so balimbola yango ndenge nini. Mais kasi na plan wana bayokanaki ndenge nini déploiement ko sala. Elakisi ke mapinga o ya biso bakozala liboso. Bawana bakoya bakozala pembeni. Pona kotala ndenge nini ensemble tokobundisa ba groupes armés wana pona ko restaurer kimie pa na biso pe pona ko garantir menace ya baninga. Donc mon koloto moko particulier cinéma ki kuna ezate. Eza engagement au ba chef d'état région bazwaki pona kozongisa kimia na parti wana. Mon général un petit complément na lingala. Et puis armée moko te egoya kozwa esika ya force armée ya République démocratique du Congo. Bazoya pona kosunga biso.
tozala ba Burundais baza kuna na Uvira pe ba bati na Fizi baza kosala esika moko na mapinga na biso. Tozala na Beni na ba Ugandais mpona kobundisa ba ADF MTM baza esika moko na basoda na biso. Biso tozala basoda ebele bango bakoya peut-être na bataillon moko bya mibale mais bayende kosunga na mwa makoki oyo baza na yango oyo biso tozala na yango te bango bakobakisa mais tokobunda eza teke mpo baya kosala non batelema na nzela biso tomata te tobundisa ba M23 na ba Rwandais te bango basala oyo babengaka na lopoto interposition. Non, c'est une mission, eza mission oyo bapesi bango tobunda bitumba biso esika moko mais bakoya kosunga forces armées ya République démocratique du Congo. Voilà, on va terminer cet échange sur cette note. Je rappelle que le président de la République a lancé un appel à la mobilisation générale. Ndeko Fabrice, Mapinga basalaka recrutement de manière ordinaire. Eza musalo basalaka tous les jours. Mais par rapport à la circonstance en Mboka, Ndesengaki qui va répondre à un appel à Mukunzi. To sepeli tomoni na Kinshasa, tomoni na Goma, pena ba centre ville Moussousou général a eu occasion pour beta lisolo nangote, ndenge ba jeunes va se mobiliser spontanément, on va les encadrer. Et je voudrais juste rappeler que pour nous mobiliser, on n'a pas besoin de poser des préalables parce qu'il s'agit de défendre la patrie. Je voudrais vous remercier les médias de votre engagement dans cette guerre, dans ces fronts dans lesquels nous sommes. On va dire que vous êtes indépendants, nous tenons à votre indépendance, mais il est aussi de votre devoir de réserver. Info 243 au cœur de l'actualité.